Sylvain Grisot, bonjour, enfin rebonjour, parce qu'on s'est déjà vu tout à l'heure. Vous êtes urbaniste, fondateur de Dixit.net, qui est une agence de conseil et de recherche urbaine, résolument engagée dans les transitions urbaines de la fabrique de la ville. Vous êtes également conférencier, enseignant et chercheur, auteur, et vous êtes là pour vous parler d'un livre qui fait fureur. Hein. Il y a eu une réimpression de tirage, là, on en est où, là? Ce qui est pratique avec l'impression numérique, c'est qu'on passe notre temps à faire des réimpressions puisque c'est des petits formats. Donc c'est extrêmement plaisant. Mon éditeur me dit j'ai relancé une impression, mais c'est à coût de 500 je pense. Donc on doit être, je sais pas, à 5-6 000, peut-être 7 000. 5-6 000 pour un livre qui parle d'urbanisme circulaire, c'est plutôt un très beau score. Donc il s'agit du manifeste, vous l'aurez deviné, pour un urbanisme circulaire aux éditions Apogée, sorti en 2021. La même année, vous sortiez également avec Christine Lecomte, la présidente du CNOA, le Conseil national de l'ordre des architectes, un autre petit ouvrage, Réparons la ville, toujours aux éditions Apogée. Tous deux sont une forme de plaidoyer pour faire la ville différemment et pour la regarder aussi différemment et une invitation à transformer nos manières de faire pour répondre aux enjeux du siècle qu'a résumé brièvement tout à l'heure Chris Younes. Donc je vais tout de suite vous céder la parole pour une bonne intervention d'une trentaine de minutes, découpée en trois points. Une approche un petit peu théorique, des exemples et puis des clés pour l'action, puisque je pense que ce sont aussi cette dernière partie qui va intéresser notre auditoire. Vous pouvez rester là ou aller là-bas, comme vous voulez. Ici. Okay. Oui, je vais rester là. Je peux avoir le... Je voulais remercier Chris d'abord pour plus qu'une introduction, une analyse, une appropriation. Et c'est pour moi important, non pas d'avoir des relais, mais que les choses avancent. Et comme elle le disait, moi, tout mon travail, il s'inscrit dans une continuité. Il n'y a pas de rupture et vous allez voir, j'ai rien inventé. Je suis donc, oui, un chercheur, je suis surtout praticien. Je suis surtout urbaniste praticien et je me coltine ces sujets compliqués, cette ville complexe, la fabrique de la ville sur la ville, comme on dit depuis 20 ans. Moi, je fais ça depuis une vingtaine d'années aussi, puis je fais plus que ça depuis 2015. J'ai monté ma structure Dixit.net. Je travaille sur des friches et des futures friches. En général, ces espaces qu'on délaisse parce que trop complexes à réinventer. Alors, bienvenue, bienvenue au XXIe siècle. Il vient juste de commencer. Il a commencé avec la pandémie, comme il avait fallu attendre la guerre de 14 pour commencer le XXe siècle. Avec la pandémie, on a pris conscience de nos fragilités, collectivement. Avec une crise planétaire, une crise associée à la santé, et depuis, vous l'avez peut-être remarqué, les crises s'enchaînent. On rentre simplement dans ce que certains appellent l'anthropocène, qui pour moi est le moment où on réalise collectivement qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Les crises s'enchaînent, elles sont importantes, c'est les crises du siècle, elles vont nous coller à la chaussure longtemps. Évidemment la crise climatique, mais aussi celle des ressources, dont on est en train de s'apercevoir, pas que aux pompes, qu'elle cogne et qu'elle commence à taper, puis la crise dont on ne parle pas assez, la crise de la biodiversité. Alors, quand on est faiseur de ville, comme on est beaucoup à l'être ici, comme je le suis au quotidien, en fait, on est au cœur des responsabilités des trois crises. Et je pense qu'il faut qu'on réalise ça. Comme citoyen, on est touché, mais on est acteur, on est extrêmement concerné et responsable de tout ça. Évidemment, la crise des ressources, par la consommation de matières minérales, associée à la fabrique de la ville, qui est massive, mais aussi la crise de la biodiversité associée aux émissions de déchets. C'est avant tout le BTP qui produit des déchets en France et partout dans le monde. Crise de la biodiversité aussi associée à une consommation d'une matière immatérielle, qui est l'espace. Cette unité de surface, le mètre carré, qui va faire qu'on va toucher des écosystèmes directement, qu'on va les fragmenter par l'extension des réseaux, notamment des réseaux de mobilité. Et puis la crise climatique, nous sommes à la tête, en tant que faiseurs de ville, de la moitié de notre empreinte carbone, avec à la fois évidemment les émissions carbone associées à l'acte de construire, à la vie quotidienne de la ville, mais aussi aux mobilités du quotidien qui sont dictées par la forme de la ville. Responsable est victime, la ville est victime, est au premier rang des bouleversements climatiques, inondations, recul du trait de côte, les coups de chaud sur nos villes, multiplication des incendies. Alors là on n'est pas dans le sud-ouest français, c'était il y a un an, c'était au mois de juin, on est à Lytton, un petit village canadien, 300 habitants, qui a battu pendant 3 jours, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les records mondiaux de température, ils ont frôlé les 50 degrés, ils sont arrêtés à 49,6, et le 4e jour, Lytton a brûlé à 90%, à cause d'un incendie.
fait, il y a deux choses. Hein. D'habitude, il fait 25 degrés, pas 50 à Lighton au mois de juin. Et surtout, il n'y a pas de risque incendie. Hein, ce n'est pas du tout un territoire soumis au risque incendie. Souvenez-vous des grandes inondations en Allemagne il y a un an. C'est dans des territoires qui n'avaient jamais connu le risque inondation. Le bouleversement climatique, c'est des coûts du climat qui sont plus forts, qui sont plus fréquents, mais aussi sur de nouvelles géographies. Ça veut dire qu'on a pris l'habitude de regarder le passé pour anticiper l'avenir, pour gérer nos risques urbains. Hein. C'est fini. Nous rentrons dans le siècle de l'incertitude. Il faut pouvoir se préparer à tout. De nouveaux risques vont apparaître sur des territoires qui ne les ont jamais connus. Ça veut dire qu'on est bien face à une redirection. Fin de la transition douce et encore moins de la croissance verte. La redirection, c'est 3A. Hein, adapter, changer nos pratiques. Et ça, on le fait relativement bien. On change nos normes énergétiques, on adapte nos usages de matériaux, etc. Ça ne va pas assez vite, on sait bien, mais on le fait. Adopter, on fait la première étape. Hein, on arrive à adopter des plans d'action. Hein, c'est une partie importante du PIB de la France qui sert à financer des consultants, j'en fais partie, ou à acheter des post-it pour les coller sur les murs dans des séminaires le vendredi. Mais le lundi, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin peut-être pas vous, hein, mais en tout cas, moi, dans toutes les organisations que j'accompagne, c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas le temps. Hein, on n'a pas le temps de cerveau disponible, mais on n'a pas non plus les budgets, on n'a pas les moyens d'avancer parce qu'on n'a pas fait la place. On oublie le 3e DA, abandonner. Tant qu'on ne fait pas de la place, on ne peut pas s'engager dans de nouvelles voies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas grand-chose à abandonner. Évidemment, la mauvaise, c'est que c'est significatif. Premier des abandons, la monoculture automobile. La Ford T, 1908, ce n'est pas une invention technologique, c'est une invention sur le processus. Vous connaissez l'histoire. Hein. On vient subdiviser une tâche complexe, la construction d'une voiture, en tâches simples. Plus de 4000 tâches, hein, et qu'on va attribuer à des postes de travail. Chacun des ouvriers fait toujours la même chose, il le fait très bien, et on est sur des processus sur lesquels on vient codifier la construction. Et ça permet de massifier, de baisser les prix. Non, ça a des effets sur le réel, on va le voir. Tout ça est conditionné à une chose, c'est le fait de toujours faire la même chose. Et Henry Ford le disait très bien, les Américains ont le choix de la couleur. Tant que c'est du noir. 1920, plus de 50% des véhicules vendus aux États-Unis sont des véhicules Ford, mais ce n'est pas des véhicules de la marque Ford, c'est des Ford T noirs, du même modèle, qui a connu extrêmement peu d'évolution. 1900, on a une voiture au milieu des calèches le jour de Pâques sur la 5e avenue à New York. 1913, on a encore une calèche au milieu des voitures. C'est la révolution de l'iPhone, mais pas dans nos poches, c'est dans les rues américaines. Et ça se passe extrêmement mal. Hein, on a un système urbain qui n'est pas organisé pour ça. On a la voiture qui rentre beaucoup plus vite dans un système où se croisaient dans des rues qui n'étaient pas hiérarchisées, des piétons, des vélos, des calèches, des chevaux, etc. 14 000 morts en 1920 dans les rues américaines, beaucoup d'enfants au Sonne-le-Glas, dans certaines villes américaines quand un enfant se fait écraser. Et il y a des débats dans les États fédérés sur l'opportunité d'interdire la voiture en ville. 1920, je parle, pas 2020. Hein. C'est des débats qu'on a un siècle après. Mais vous connaissez la fin de l'histoire, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Avec un travail, disons, très structuré de lobbying, hein, on arrive à commencer à adapter la ville, à la voiture. Et le premier moment, c'est 1925, le moment où on demande, à Los Angeles évidemment, l'épicentre de la culture automobile, poliment, mais par la loi, aux piétons de rester sur le trottoir. On commence à hiérarchiser l'espace public, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à adapter la ville à la voiture. C'était il y a moins d'un siècle. Deuxième des abandons, il est associé à la transposition de ce mode de fabrication de la voiture à la ville. Et il faut attendre en fait la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'on transpose ça et pour que la voiture commence à toucher la façon de dessiner nos territoires, avec l'invention du suburb, une initiative privée d'une entreprise, les Wheat & Sons, qui veut massifier la production de logements en baissant les prix, en industrialisant les processus, en construisant en site et en construisant des objets standards, la maison sur catalogue. Sauf qu'une maison standard, ça ne se pose pas sur un foncier urbain. Un foncier urbain, c'est biscornu, c'est habité, c'est voisiné, c'est construit, donc ils sortent de la ville. Ils sortent de New York, ils vont sur Long Island grâce au premier début de commencement d'infrastructures autoroutières construites dans les années 30. Ils achètent des champs de patates et des champs d'oignons, ils inventent la Levittown, le suburb. Et on a tout le modèle qui est là. Monofonctionnalité, on habite là, on va chercher les autres fonctions urbaines grâce à la voiture et à la route. L'industrialisation des process, une forme d'homogénéisation aussi sociale. Les premières Lewitton sont réservées aux Blancs. Et ils inventent aussi une économie.
Hein, c'est les anciens combattants qui vont habiter les premières Lewiton. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient de garanties d'emprunt par l'État fédéral. C'est une économie scalable, comme on dit dans le monde des startups, parce qu'on vient faire reposer l'investissement sur les ménages. 2008, Lewiton Sons fait faillite avec la crise des subprimes, qui est la crise du surendettement des ménages américains pour l'acquisition de la résidence principale. Ça commence donc vraiment au début des années 50 et ça met 20 ans à se déployer aux États-Unis parce qu'il faut que les réseaux autoroutiers se déploient, il faut attendre un grand plan d'investissement qui est lancé au milieu des années 50 par Eisenhower pour que réellement tout ça ait un impact sur le territoire américain. La transposition en France, elle est très tardive, c'est le copier-coller de la standardisation de l'industrialisation avec évidemment la Maison Phoenix, la maison sur catalogue industrialisée, Maison Phoenix qui a fait faillite cet été, et avec évidemment un impact tardif sur l'étalement de la ville. Il faut attendre en fait les années 70, le début des années 70, pour que tout ça touche les côtes françaises, avec le virage sur l'aile de l'État qui abandonne les politiques de la reconstruction, bailleurs sociaux, modèles locatifs et grands ensembles, avec les circulaires ni tour ni barre, l'État interdit des formes urbaines, 71 dans les villes moyennes et ensuite partout en France, et puis commence à tisser l'éloge du pavillonnaire. C'est les chalandonnettes dont vous voyez les photos du nom du ministre de l'époque, Albin Chalandon. C'est aussi la naissance d'un slogan, une France de propriétaires. Alors, politique de droite, évidemment, et de gauche. C'est le en même temps de l'époque, parce qu'il faut attendre les lois de décentralisation de Defferre, Mitterrand, 82-83, pour que les élus locaux prennent les clés du camion, le plan d'occupation des sols. Et ils fassent le job assigné par l'État, qui est de créer le foncier, permettant aux lotisseurs de construire la maison des Français. Non seulement ils font le job à partir du milieu des années 80, mais en plus, ils inventent un contre-modèle à l'exode rural qui a saigné nombre de communes en France. Ils arrivent à inverser la courbe démographique en accueillant des ménages qui travaillent plus loin, mais ils arrivent aussi à maintenir des services publics ouverts, à maintenir les classes ouvertes, à maintenir des commerces. Ils inventent un contre-modèle de façon extrêmement tardive finalement. C'est ces territoires en rouge dans lesquels on habite, dans lesquels on dort, dans lesquels les enfants vont à l'école, dans lesquels on s'appuie sur un certain nombre de services publics, dans lesquels on vote, mais dans lesquels on ne travaille pas. Ce qu'on a appelé plus tard le périurbain, dans lequel un quart à un tiers des Français vivent et plutôt bien. C'est donc un phénomène extrêmement récent, inventé il y a une cinquantaine d'années et qui a vraiment pris son essor à partir du milieu des années 80. C'est complètement anecdotique à l'échelle de la vie de nos villes, à l'échelle de ces murs, et pour autant, on a tous toujours connu que ça dans notre vie consciente. C'est notre point de référence. On a un problème de référentiel. Il est extrêmement difficile d'imaginer qu'on peut faire la ville autrement. Ça a des effets sur le réel. 20 à 30 000 hectares de sols consommés tous les ans, essentiellement des sols agricoles, essentiellement pour la production de logements. Les 2 tiers sont associés à ça. C'est une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes tous les ans, ou 5 stades de foot toutes les heures, chacun choisit son unité. Évidemment, on a la géographie de la croissance qu'on connaît, ces territoires attractifs, des métropoles régionales, le littoral, l'Île-de-France, un certain nombre de territoires transfrontaliers. Parce que qui dit plus d'habitants dit plus de villes, c'est évident. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça. Qui dit plus d'habitants dit plus de villes, peut-être, mais en fait, nos villes, elles grandissent 3 fois plus vite que leur population. On a une forme de disproportion dans cet usage des sols, une forme finalement de sous-efficacité. Et puis, quand on y regarde plus proprement, plus précisément, on s'aperçoit que cette équation qu'on a tous en tête, qui est notre référentiel, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer arrêter de consommer du foncier parce que ce serait la mort du territoire, en fait, cette équation n'existe pas. On a un quart des surfaces de lotissement qui sont consommées en France, qui sont consommées dans des communes qui perdent des habitants. Vous pouvez prendre l'équation économique, vous pouvez prendre l'échelle régionale, etc., etc. Il n'y a pas de relation entre le dynamisme d'un territoire et, de l'autre côté, sa consommation de sol. Pourtant, ça a des impacts sur le paysage de nos entrées et de nos sorties de ville. Ça a des impacts sur notre capacité à produire, notre résilience alimentaire. On a un tiers des surfaces agricoles qui nourrissent les Français qui sont en dehors de l'Hexagone. Donc on n'est plus sur une question de maintien des capacités exportatrices de la France. On est bien sur des questions de sécurité alimentaire. Ça a des questions sur l'économie de nos collectivités, parce que la ville étalée coûte plus cher à faire, mais aussi à entretenir, à gérer. C'est la même chose pour les services publics quand ils sont dans la ville diffuse. Et puis on crée une forme d'urbanisme à fragmentation, qui fait que dans les territoires attractifs, les ménages normaux
ceux qui ont fait tourner nos hôpitaux, qui ont fait tourner nos villes, ne peuvent plus habiter le cœur de la métropole. Alors ils ont gagné un nom, ces ménages, grâce à la pandémie, c'est les travailleurs essentiels, mais ils n'ont toujours pas de logement. Et puis le quatrième des abandons, c'est la priorité au neuf. Ben oui, parce que, regardez, tous nos débats réglementaires, politiques, sont associés à la question de la construction neuve. Combien de logements il faut qu'on crée, combien de logements sociaux, combien de logements sociaux on a besoin dans les 10 prochaines années, quelle est la prochaine norme, quels sont les bons matériaux de la construction. Tout ça, c'est intéressant, mais c'est complètement secondaire. On a un triple virage à mener pour l'ensemble de la ville. Décarbonation, baisser l'impact sur le bouleversement climatique de la ville. Adaptation, il aura lieu le bouleversement climatique et il faut s'y adapter. Et résilience au risque. Ce triple virage, c'est sur l'ensemble de la ville. Et on a déjà construit 80% de la ville de 2050. Ça veut dire que les constructeurs automobiles peuvent continuer à jouer et à s'amuser avec des véhicules à la con complètement inadaptés à l'enjeu de 2050. Ils ont encore 2 à 3 générations de véhicules devant eux. Nous, on a pratiquement fini la ville de 2050. C'est-à-dire qu'en effet, les 20% qui nous restent à construire, il faut bien les faire. Mais le vrai sujet, c'est les 80% déjà là. Non seulement il faut les adapter, mais en plus, ça ne doit plus être le problème. C'est là qu'on doit trouver les solutions pour habiter les espaces urbains. Sauf que tout ce que je viens de vous dire, à peu près tout, peut-être pas le réchauffement climatique, tout est dans la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui date de décembre 2000. Ça fait 20 ans qu'on en parle. 20 ans. On a eu l'été dernier le zéro artificialisation nette, c'est la, je sais pas, 4e ou 5e grande loi de l'urbanisme depuis 20 ans, je veux fâcher personne. Alors il n'y a pas de logo officiel, j'ai trouvé que ça. Il y a plein de défauts au zéro artificialisation nette, évidemment, mais il y a une vraie question, c'est pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Aujourd'hui, on est sur un slogan de l'État sur lequel on pourrait disserter sur tous les défauts de ce slogan, le caractère inepte, du caractère quantitatif, le fait que compenser, c'est vraiment ouvrir la boîte de Pandore, le fait qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, l'artificialisation. Mais ça marche, ça a déjà un effet concret, ça a un effet sur le réel, avec les centaines de débats qui sont menés partout sur « Ah, mais comment on va faire autrement ?» Parce que déjà, on comprend qu'il faut faire autrement. Pourtant, il y a une erreur fondamentale dans la loi climat-résilience, c'est d'imposer finalement au débat la lutte contre l'artificialisation des sols, que ce soit la lutte contre l'étalement urbain. Moi j'ai écrit le manifeste pour un urbanisme circulaire contre l'étalement urbain, c'est pour des alternatives à l'étalement de la ville. Pour m'apercevoir quand j'ai écrit la conclusion, je m'étais trompé de problème. C'est pas du tout le problème. J'avais confondu le symptôme et la maladie, la fièvre et la grippe ou le Covid, comme vous voulez. L'étalement de la ville, l'artificialisation des sols, est un symptôme d'un problème beaucoup plus massif, beaucoup plus global. C'est un problème systémique. C'est le fait que depuis 50 ans, on a privilégié la fabrique facile de la ville. C'est les économies d'échelle, la standardisation des produits, que ce soit le pavillon de périphérie ou l'immeuble défiscalisé de centre-ville, et puis la construction neuve dans des grandes opérations. C'est ça, c'est la ville facile. Et en fait, globalement, on fait ça bien. On participe tous à ça, et on le fait très bien, de façon très efficace. Le problème, c'est que ça nous mène au mur. Il est temps de passer à la réparation. La réparation, c'est à la fois regarder les 80% déjà là comme n'étant pas un problème, mais étant nécessairement la solution, et puis aussi l'idée de faire une ville réparable, celle qui va sortir de l'obsolescence programmée. C'est sortir de l'urbanisme linéaire, cette consommation d'espace d'un côté, et puis cette ville à obsolescence programmée qui fait qu'on est passé de 2 à 3 millions de logements vacants en France en 10 ans, qui fait qu'on multiplie les équipements publics qui ne servent à pas grand-chose. On a multiplié les tours de bureaux qui ne servent à rien. On a des formes de multiplication des friches sur tous nos territoires, à tel point qu'on ne sait pas combien on en a. Sortir de l'urbanisme linéaire, évidemment, pour passer à l'urbanisme circulaire, transposition des principes de l'économie circulaire à la fabrique de la ville, et notamment à la consommation d'espace. L'idée étant bien de trouver la réponse dans les espaces déjà urbanisés à nos besoins d'aujourd'hui. Et comme dans l'économie circulaire, il y a non pas une boucle, celle du recyclage, mais des boucles, et ces boucles sont hiérarchisées. Et plus elle est petite, la boucle, plus elle est pertinente. Et la première des boucles, c'est ne pas construire. Ne pas construire. Le meilleur mètre carré, c'est le mètre carré qui est là. Ne pas construire, c'est intensifier les usages de l'existant. Ne pas déconstruire,
pour éviter d'émettre des déchets, mais surtout pour perdre toutes les émissions de gaz à effet de serre, toutes les émissions de GES qu'on a investies dans des structures béton. C'est ne pas déconstruire, c'est la deuxième des boucles, la transformation de l'existant. Aujourd'hui, notre patrimoine, notre héritage, c'est tous les bâtiments qui tiennent debout, c'est pas que ces murs. Tout ce qui tient debout, c'est ce qu'on a investi en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il faut le tenir. Tant qu'on peut lui donner une seconde vie, il faut le transformer. Et puis si on ne trouve pas, la solution à nos besoins dans l'enveloppe bâtie existante, c'est densifier, construire dans la ville existante, qui est souvent très peu dense, hein, même si on se focalise sur la densification des centres-villes denses et de la ville de Paris, et puis recycler ces grandes boucles de démolition, reconstruction. Puis parfois admettre qu'on a des retours à des usages agricoles ou forestiers d'un certain nombre de sols, notamment des sols urbains. Ça, c'est un modèle qui change les priorités. Depuis 50 ans, on donne la priorité à la construction neuve dans la périphérie dès qu'on a une nouvelle politique publique ou dès qu'on a un nouveau besoin. On inverse les priorités et évidemment, ça va s'appliquer très différemment dans les différents territoires, au cœur de la capitale, dans les métropoles régionales, dans ces fameuses villes moyennes qui n'ont pas besoin de revanche, qui ont besoin de vivre, mais aussi dans le périurbain, qui n'est pas un problème, c'est le problème d'hier, c'est donc peut-être la solution de demain. En tout cas, c'est un vrai territoire urbain aussi. Quand je parle de la ville, c'est la ville sous toutes ses échelles, c'est les espaces urbains, y compris le village. Hein. Ça s'applique partout, mais ça s'applique différemment. Chris le rappelait très justement et très élégamment, c'est bien la contextualisation qui est au cœur de tout ça, qui est au cœur des vraies solutions. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai rien inventé. J'ai strictement rien inventé, Chris le rappelait, à la fois sur les mouvements théoriques, mais surtout sur l'action, sur des projets qui sont menés notamment ici. On fait de l'urbanisme circulaire depuis des décennies, en France comme à l'étranger. Mais ce ne sont que des anomalies. Ce sont des projets pionniers, des projets exemplaires, ceux dont on parle, ceux dont on va parler cet après-midi. Il y en a marre de ça. Il y en a marre des projets exemplaires. Il y en a marre des témoignages des pionniers. Quand est-ce qu'on passe à l'échelle ? La vraie question, c'est quand est-ce que tout ça fait système. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans ces projets pionniers comme solution à partager pour chacun. C'est ça. Et tout reste à faire. Alors allons les voir. L'urbanisme transitoire, c'est plein de choses, mais c'est aussi ça. C'est regarder un bâtiment en se disant qu'il va passer 10% de sa vie vide. Il attend ses premiers occupants, sa réhabilitation ou sa déconstruction. Mettre des usages temporairement dans un bâtiment, c'est aussi éviter de construire à côté pour les accueillir. On peut travailler sur des équipements publics. Ici, une école à Noirmoutier, une école privée qui se transforme en logement touristique tous les étés. C'est 2 usages sur les mêmes mètres carrés, c'est donc une école qui n'est pas vide tout l'été et des logements touristiques qui n'ont pas été construits à côté. C'est penser nos équipements publics pour qu'ils soient ouverts plus que 20 heures ou 30 heures par semaine, en multipliant les usages par la mixité et l'organisation adaptée. C'est construire des logements sur les toits pour faire des logements dans la ville, mais aussi pour créer de la richesse, créer de la valeur économique qui permet de payer des réhabilitations thermiques à des copropriétés. C'est travailler non pas sur le changement des chaudières, encore 3 millions de chaudières fuel en France, sur la réhabilitation d'un bout de façade, d'un bout de mur ou ces travaux par l'eau avec des MaPrimeRénov', qui est complètement hors sujet, en ayant des réhabilitations globales de globalement l'ensemble du patrimoine bâti construit avant 2000, et avec un tel niveau d'investissement qu'il faut parler d'une seconde vie, qu'il faut réinterroger l'architecture, l'organisation, la programmation, l'usage de ces bâtiments-là, parce que repenser l'enveloppe d'un immeuble de bureau des années 80, par exemple, pour se retrouver avec un petit couloir central et des bureaux à gauche et à droite, ça ne va pas. On est bien sur une logique de seconde vie et de réinvention, fait que tout ce qui tient debout aujourd'hui doit reprendre 30 à 50 ans de vie. Construire aujourd'hui aussi pour demain, comme ce bâtiment qui va être construit à Bordeaux, qui est pensé dès le début pour pouvoir servir alternativement de bureau ou de logement, sans même en repasser par un nouveau permis de construire. C'est densifier la ville, et densifier la ville, c'est pas que construire des tours et des bars dans la ville dense, c'est aussi construire quelques maisons à côté des maisons existantes. C'est la densification douce, c'est pas simplement ouvrir des droits à construire au PLU, c'est d'autres façons de faire. L'urbanisme circulaire, c'est d'autres méthodes qui permettent de le faire et de le faire bien. C'est aussi mieux penser la densification de la ville dense. Aujourd'hui, on est sur une impasse opérationnelle, mais surtout une impasse démocratique. On a peur de parler de la densité, mais surtout, on ne sait plus en parler. La seule chose dont on est certain, dans le cœur des métropoles, quand on va densifier, c'est qu'à la fin de l'opération, tout le monde se fera la gueule. Le maire, l'architecte, le promoteur et les voisins. Il faut réinventer ça. C'est un enjeu de politique locale, c'est peut-être un enjeu de démocratie en soi et un enjeu global de transition. Repenser le foncier économique sur lequel on a de la place et puis les friches d'aujourd'hui comme celles de demain.
Renaturer les sols, reculer parfois face aux vagues, mais aussi tisser la ville avec le vivant. On a besoin de renaturer massivement nos espaces, et notamment nos espaces publics. Les espaces publics qu'on est en train de faire ou de refaire aujourd'hui dans la ville, ce sont les espaces publics qu'on aura en 2050. Ça veut dire qu'ils doivent être dès aujourd'hui perméables, ils doivent être dès aujourd'hui massivement ouverts, plantés, avec le seul critère qui permet de juger d'un bon aménagement, c'est-à-dire la présence d'un sol profond. Allons-y, on a toutes les solutions, on a les retours d'expérience des pionniers, et moi je passe mon temps à les collecter, à les documenter et à les transmettre toutes les semaines sur une newsletter sur dixit.net, page de pub. La question c'est comment on passe à l'échelle. Le mercredi. Le mercredi à 10h, merci, quand je ne suis pas en retard. Déjà, se dire que si peut-être l'artificialisation des sols n'est pas le problème, ça peut être la solution. C'est-à-dire que la sobriété foncière, elle induit de fait une sobriété en termes de mobilité, en termes constructifs, et donc en termes d'énergie, en termes de matériaux. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une lutte, c'est un moyen. C'est un moyen de toucher le cœur du système, qui nécessite de repenser les proximités. L'alternative à la bagnole, ce n'est pas le vélo ou le tapis volant. C'est la proximité qui vous permet de choisir les modes de mobilité. C'est donc des outils de mobilité, mais surtout donner un cap vers la proximité, de façon à ce que progressivement on se rapproche des espaces de vie, on se rapproche des espaces de travail. C'est aussi faire la ville pour tous, ce n'est pas juste une anecdote ou la fin du colloque, c'est le cœur de la question. La question urbaine est structurellement une question sociale, et Chris le rappelait très justement. Et puis faire une ville résiliente, qui va résister aux coups, mais qui va aussi apprendre des coups, et qui va aussi s'adapter en continu. On a perdu l'habitude de voir notre espace urbain se transformer. Il doit s'adapter au choc du climat, mais aussi au vieillissement de la population, aux transformations de nos modes de vie, aux évolutions technologiques. Et pour ça, on a les outils d'ores et déjà, les outils de l'observation. À chaque fois qu'on regarde les espaces urbains droit dans les yeux, avec tendresse aussi, on trouve des temps vides, on trouve des espaces vides qui permettent de faire la ville. Changer aussi de matière grise, faire la ville, sortir de la ville simple, c'est faire la ville complexe, faut se le dire. Ça veut dire qu'on va moins construire, on va couler moins de béton, et ça va être plus difficile à faire. Il va falloir investir dans de l'ingénierie, des savoir-faire, de la créativité, et puis admettre aussi qu'on a un certain nombre de sols qui ont des usages trop importants pour être gérés uniquement par le marché. Alors, moi j'ai été traité de collectiviste par un député à l'Assemblée nationale. Non, je fais juste ce boulot depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on parle du logement abordable, et sans doute on en parlait avant. Et c'est juste un échec. Parce qu'on est toujours avec la même équation. Tant qu'on ne changera pas les termes de l'équation, et notamment la question de la propriété du sol, en tout cas pour un certain nombre d'usages, on ne s'en sortira pas. Sur le logement abordable, sur le rez-de-chaussée de nos villes, sur l'agriculture périurbaine, mais aussi sur les espaces productifs dans des espaces urbains, il faut qu'on ait des changements de règles. Apprendre à voisiner, ne pas attendre la grande réforme, le grand soir de la fiscalité locale, du bon périmètre, etc. Rentrer dès aujourd'hui sur des collaborations concrètes, parce que nous rentrons dans l'urgence, la nécessité de bifurquer très vite. On connaît l'objectif, mais on ne connaît pas le chemin. Il y a une urgence à faire dès maintenant pour tester les pistes. Le chemin n'est pas connu, il faut donc à la fois l'emprunter vite, mais aussi avoir l'honnêteté de faire parfois demi-tour et surtout en parler autour de nous. Donc moi, je documente le travail des pionniers, mais je documente aussi leurs échecs, leurs difficultés, de façon à ce qu'on partage aussi ça. On doit donc bifurquer, vous l'avez compris, il y a une forme de radicalité là-dessus. Et il y a beaucoup plus d'urgence pour nous, faiseurs de ville, que pour les autres. On a une responsabilité qui est beaucoup plus grande là-dessus. Mais on a l'essentiel des clés, on a l'essentiel des outils. Évidemment par nécessité, parce que notre paquebot à la fois va vite et tourne très lentement, et qu'on est face aux crises, mais aussi par opportunité, parce que derrière ces métiers de la ville complexe, il y a des métiers passionnants, d'humains. On va investir dans les savoir-faire et la matière grise, dans l'intelligence. Il y a des opportunités aussi pour les organisations qui sont là, pour de nouvelles organisations. Et puis si à la fin, par contrainte, on est obligé de faire une ville de la proximité, une ville pour tous, une ville frugale, une ville adaptative, dans tous les cas, c'est quand même une ville qu'on aura envie de faire. Un peu de lecture, j'en aurai quelques-uns à midi, mais surtout on va en discuter. Moi, je suis là pour écouter ce qui va se dire cet après-midi, mais aussi maintenant, sur les questions, et plus que ça, les remarques et les témoignages qu'on peut avoir. Merci Sylvain Grisot d'avoir tenu le rythme déjà. Super, à 2 minutes près, oui.
Allez, même jeu que tout à l'heure, questions dans la salle, peut-être pas toujours les mêmes. J'ai vu, Benoît, que vous étiez passionné, mais on reviendra vers vous, rassurez-vous. Non, c'est juste pour inciter les autres participants à ce séminaire de prendre la parole, n'hésitez pas. Et si on peut faire un homme, une femme, ce serait pas mal. Ouais, c'est bien. Et sinon, on va désigner les gens, ce qui n'est pas drôle pour vous, parce que vous allez être obligé de poser une question. Allez, on lève les mains, ceux qui n'ont pas levé la main. Oui, Nelly Thibault. Oui, bonjour, Nelly Thibault, architecte et directrice Action Cœur de Ville, à Niort. Je parle plus fort. Je vous présenterai quelque chose cet après-midi. À Niort, hein, voilà. À Niort, oui, Oui. dans un autre département. Ma question était, tout ce qu'on a tous envie de faire ici, est-ce qu'on ne peut pas être confronté à l'agressivité des promoteurs? Est-ce qu'on ne peut pas confronter, pardon? Est-ce qu'on n'est pas confronté dans notre quotidien à l'agressivité des promoteurs, à l'agressivité du foncier, sur des mécanismes assez particuliers où je trouve que les villes moyennes font l'objet d'un regard très spécifique par ces personnages, que c'est un nouveau champ d'action et qui vient, contrairement à ce qu'on souhaiterait mettre en place, venir perturber considérablement ces belles intentions. Voilà. C'est une question Et l'économie vient perturber, à mon avis, les intentions urbaines. Alors, les promoteurs seraient-ils les grands méchants loups de l'urbanisation, c'est ça? Pas tous, mais certains ont une politique très agressive. D'accord. Alors l'économie fait partie de la production de la ville, de la fabrique de la ville, c'est pas juste un problème, ça en fait partie. Et ne pas en parler, c'est juste être complètement hors sujet. En parler à la fin, c'est aussi être complètement hors sujet. Alors les promoteurs sont un peu les peintres sur les délais de chantier. Vous savez, à la fin du chantier, c'est toujours le peintre qui a la bourre. Sauf que le peintre, c'est le dernier qui vient. Moi, je défends aucune des corporations. Je veux juste affirmer ici qu'on est tous responsables de ce que j'ai appelé la recette du pâté urbain. C'est-à-dire que tous les 10 ans, on révise notre PLU, on crée des droits à construire. Dans certains territoires qui deviennent attractifs, on a donc une rivalité entre des opérateurs qui vont essayer de capter du foncier, parce que c'est leur métier. C'est le métier de la promotion, de capter du foncier, qui vont l'acheter à des propriétaires terriens qui, à partir du moment où ils vendent, ça veut dire qu'ils partent. Et à partir du moment où ils partent, ils ne sont pas intéressés à ce qui va se passer, qui sont donc intéressés uniquement par l'équation économique. On a donc créé un droit à construire, on a une rivalité qui se fait uniquement sur le tableau Excel, et ensuite on se retrouve dans le bureau du maire avec un projet qui a été posé là, à partir d'une étude qu'on va appeler proprement, poliment, une étude de capacité. En fait, on a bourré la parcelle au maximum des capacités constructives du PLU, parce que c'est le seul moyen d'avoir l'opération. Et puis, on va négocier le bout de gras derrière, donc la couleur du papier peint, le nombre d'étages, etc., etc. Alors, moi, on me rappelle souvent, dans les écoles d'archi, dans les assemblées, qu'on est sur un marché libéral et que c'est le renard libre dans le poulailler libre. Je suis désolé, c'est le kolkhoz de l'urbanisme. Le PLU existe. On a de la réglementation, on a un droit d'expro, mais on a aussi la capacité d'avoir des politiques foncières. Ce que ça pose, en fait, comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on laisse faire ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, dans les secteurs à densifier, une réglementation qui va s'adapter au fur et à mesure? Pourquoi est-ce qu'on ne lâche pas les droits à construire après avoir discuté du projet? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des OAP enfin intéressantes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un accompagnement architectural et pas que juridique dans les collectivités des différents projets? Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, si on a une pression d'un certain nombre de promoteurs, dans un certain nombre de territoires qui font les cow-boys, c'est que c'est l'Eldorado. C'est qu'on laisse faire. Et ils sont partis d'un certain nombre de territoires dont ils se sont fait virer, parce qu'on leur a dit non, plus jamais. Donc à un moment, il faut à la fois repolitiser la question de la densification de la ville, que ça redevienne un vrai débat public, mais qu'on se donne aussi les moyens, l'ingénierie, les savoir-faire, et puis les politiques publiques, notamment sur la maîtrise du foncier, qui permet simplement d'avoir un dialogue équilibré. Quand on veut avoir un dialogue équilibré, on y arrive. Regardez simplement la courbe de consommation foncière ou le nombre de permis de construire déposés en 2019, rien à voir avec le Covid, etc. La chute est liée à quoi? L'imminence des élections municipales. Quand les élus n'ont pas envie de signer les permis, ils ne les signent pas. Oui, après, ils sont aussi tenus de signer les permis. C'est vrai que la question, c'est surtout la maîtrise foncière, avoir un véritable regard sur la maîtrise foncière, parce qu'après, il y a quand même un système où les promoteurs, ça s'est vu, c'est pas très malin de le faire, mais attaquent les villes. Attaquent les villes parce qu'il y a un PLU, le PLU dit tant de ratio au mètre carré, on bourre la parcelle parce qu'il faut rentabiliser, parce qu'on a fait une promesse, on a acheté un propriétaire au taquet et on sait que c'est rentable à partir de... Mais l'ingénierie, elle est juridique aussi. Oui, non. On peut pas, on peut plus réagir uniquement, et regardez, c'est ce qu'on a
a fait avec Airbnb, y compris à Paris, etc., etc. On ne peut plus aujourd'hui réagir en se disant non, on ne peut pas parce que vous comprenez, on va être attaqué. Ça fait partie des variables, ça fait partie de l'ingénierie qui est nécessaire, une ingénierie juridique aussi pour blinder tous ces trucs-là. Un bon moyen d'être inattaquable, c'est de simplifier les PLU. Hein. On évite de faire un maquis de normes, ça permet aussi d'éviter d'avoir un troupeau d'avocats qui trouvent les failles. Alors justement, à ce propos, aujourd'hui, hein, c'est-à-dire maintenant, voilà, ça a lieu en même temps, c'est au pavillon de l'Arsenal, un colloque international sur le logement dans tous ces États, où la question foncière est traitée, puisque ce dont on parle aussi, c'est aussi de la place du droit de propriété dans le droit positif français, qui était extrêmement fort, à la différence de pays comme l'Allemagne. Donc je vous invite, si ceux que ça intéresse, à aller regarder. Je ne sais pas si on dit beaucoup ça, mais c'est faux, je suis désolé. On a les DIA, on a eu des politiques foncières extrêmement intensives dans un certain nombre de territoires. On a les outils, on a abandonné ces outils il y a une vingtaine d'années. Donc on a tous les moyens, hein, on a des DUP qui s'élargissent progressivement aujourd'hui dans les zones d'activité grâce à Climat Résilience. Oui, en effet, c'est bien dans la Constitution, mais l'intérêt général, l'utilité publique fait partie du code de l'urbanisme de façon structurelle. Moi, je ne dis pas qu'il faut venir au kolkhoz, c'est pas du tout ça, mais qu'on arrête de dire qu'on ne peut pas faire et que les autres peuvent faire. En fait, on peut faire. On peut tout à fait faire, il faut l'anticiper. Simplement, il faut l'anticiper et il faut avoir. Non, la DIA, c'est à la fin. La DIA, c'est on voit passer un permis, on voit passer une déclaration d'intérêt d'aliéné, hein, on voit passer une vente et la collectivité peut se substituer à l'acquéreur. Certes. Ça demande de réagir, donc d'avoir de l'ingénierie et d'avoir la capacité d'y aller. Et des moyens financiers, c'est de ça dont on parle aussi. Pas forcément. Je suis désolé, vous pouvez faire une préemption en dehors du prix, pas au prix, vous allez au tribunal administratif, vous perdez, hein, mais au bout de 2 ans. Donc vous avez planté l'opération. C'est ça une politique foncière. Okay. D'autres questions, s'il vous plaît, ou observations? Allez, madame, on vous donne un micro. Bonjour, Florence Nassier, agglomération de La Rochelle. Merci beaucoup, Monsieur Grisot, pour ces paroles, ça fait beaucoup de bien. Nous, en tant qu'urbanistes, je pense que ce que vous dites aujourd'hui, c'est résumé avec brio des choses qu'on dit depuis 20 ans dans notre travail, sans être écoutés et en passant pour des casse-pieds. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce moment. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous dites beaucoup, on a besoin d'ingénierie. Malheureusement, on n'en a pas de l'ingénierie. Et pour faire ce que vous dites, la ville difficile, il faut beaucoup de monde et il faut beaucoup de courage. Mais il faut surtout quand même avoir du monde en place dans les services pour recruter des personnes qui vont nous aider à faire cette ville difficile, pour inventer d'autres modèles. Et inventer ces modèles, ça veut dire aller voir les gens, en fait, hein, faire un peu un travail d'agent immobilier, aller voir les personnes qui vont être d'accord pour revendre un bout de terrain, pour en faire une autre maison, pour aller voir un élu, lui faire comprendre qu'en donnant un petit peu plus de droits à construire, faire un étage de plus pour permettre de rénover, faire l'isolation par extérieur que la personne n'arrive pas à se payer, c'est juste un étage de plus. Eh bien, nous, à La Rochelle, faire un étage de plus, c'est pas possible. Les élus ne veulent pas. Ah non, un étage de plus, on va voir dans mon jardin, on va voir dans la piscine du voisin. Donc, il y a vraiment beaucoup de pédagogie à faire sur ce que c'est la ville, de faire une ville tous en commun et abandonner, j'adore ce que vous avez dit sur abandonner, il va falloir abandonner certains privilèges, certaines choses qu'on a fait depuis 50 ans. Oui, on a tous une autre maison à rez-de-chaussée avec le jardin pour faire un petit barbecue le week-end. Et malheureusement, il y a plein de gens qui ne peuvent plus se le payer, ça, mais on ne l'entend pas parce qu'on veut garder notre petit confort. Et moi, j'adorerais vous faire venir à La Rochelle, écouter ce que vous venez de dire à tous nos élus, parce qu'on a besoin de discours comme le vôtre pour faire changer un petit peu nos habitudes et notre confort dans lequel on est si bien, effectivement, dans notre territoire. Merci beaucoup. Merci à vous. J'étais à La Rochelle la semaine dernière, il y avait quelques élus dans la salle. Est-ce que c'est suffisant? Et puis, c'est important ce que vous dites, on le dit depuis 20 ans, et je me permets d'insister là-dessus. Et Chris l'a dit aussi tout à l'heure, et c'est vraiment important. Et je le répète, j'ai rien inventé. Et on parlait de succès très modeste de librairie, je vous rassure, je ne vis pas de ça. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'en fait, j'avais fait un crowdfunding quand j'ai écrit le bouquin. La première édition du manifeste, c'était donc fin 2019, c'était quelques mois, 3 mois avant la pandémie. On a vendu 1000 bouquins avant que je l'ai écrit.
Donc en fait, son succès, entre guillemets, il ne dit rien de la qualité éventuelle de ce qui a marqué dedans, puisque je ne l'avais pas écrit. Hein. Donc par contre, ça témoigne d'une époque. Hein. Je pense que ça dit des choses sur le fait qu'aujourd'hui, on partage cette sensation. Hein, et c'était juste avant la pandémie. Et qu'à un moment, on a un terreau qui est mûr. Hein. Moi, j'étais hier chez un promoteur avec le comité de direction d'un groupe de promotion. Pas anecdotique, engagé d'ores et déjà, etc., où la question n'est pas comment on rajoute une couche à la politique RSE, comment on refait une plaquette verte, etc., etc. C'est qu'est-ce qu'on abandonne ? Quels sont les projets qu'on abandonne ? Hein, typiquement, un des trucs qui émergeait, c'était est-ce que ce ne serait pas opportun, quand c'est des territoires où le renard est libre dans le poulailler, parce qu'il n'y a pas de force publique, parce qu'il n'y a pas de pression des élus, etc., est-ce que ce ne serait pas opportun qu'on n'y aille plus ? Puisqu'il n'y a qu'une concurrence au prix et que là-dessus, on fera toujours de la merde. Ben, peut-être. Hein. En tout cas, on a des gens qui aujourd'hui se posent des questions dans les territoires, dans les collectivités, dans les équipes privées, à tous les niveaux. Hein, et moi, je peux vraiment en témoigner. Cette question de l'ingénierie, elle est absolument centrale. Hein. On a, par exemple, vous parlez beaucoup là, de cette densification douce, l'étage en plus, le garage qui se transforme pour accueillir mamie, mais aussi le logement en plus qui est construit au fond de la parcelle. C'est hyper complexe, hein, parce que si on lâche des droits, chacun peut rajouter un étage, ça va être la merde. En effet, va y avoir des plaintes, etc. Et d'ailleurs, on l'a fait dans beaucoup de territoires. On l'a fait il y a 10 ans, on a arrêté. Hein. On a arrêté parce que ça faisait n'importe quoi et en plus beaucoup de tensions. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Hein, j'avais le témoignage très récemment d'un EPCI qui a décidé résolument de passer là-dessus, donc qui a évidemment révisé son PLU, mais qui surtout a mobilisé l'accompagnement. Vider tous les locaux, tous les bureaux qui étaient au rez-de-chaussée de la communauté de communes, installer 6 personnes, 6 équivalents temps plein mobilisés là-dessus, investi 4 500 € par projet, et ce ne sont que des projets privés. Plus de 200 logements créés comme ça a coûté 200 logements créés, mais plusieurs centaines, 160 initiatives, contacts qui sont pris tous les mois. Donc c'est un travail de fourmi, de conseil aux pétitionnaires, aux propriétaires, de dialogue avec les voisins, d'accompagnement, d'études de faisabilité, etc., pour qu'un projet fasse un projet privé. Et on investit là-dessus. 4 500 €, c'est même pas le prix du branchement d'une nouvelle maison dans un lotissement neuf. C'est investir dans l'ingénierie, c'est faire des économies en enrobé, en béton, etc., etc., et c'est épargner nos sols agricoles. Mais on voit bien que c'est une révolution complète dans la façon de faire. Et je pense qu'on en est là. Je crois que la prise de conscience, elle n'est pas complètement généralisée. Il y a encore quelques témoignages du XXe siècle qui traînent encore, notamment à la FPI, notamment, enfin, moi, je ne vais pas citer des noms. Et on a tout un effort pour les dégommer, globalement, on en est là. Mais ça avance vite. Et je vous rappelle qu'on ne cherche pas du tout à avoir un consensus, on cherche à avoir une masse critique. Une autre question. Oui, bonjour. Jean-Luc Marché, vice-président de l'agglomération de Saintes, en charge du PLUI. Alors, c'est une double question, en fait. Enfin, c'est une remarque d'abord, sur le fait que lorsqu'on rencontre les élus du territoire, on a l'impression qu'on est sur des schémas de pensée qui sont assez datés, assez anciens, et que ce que vous avez exposé aujourd'hui sur le fait qu'il faut revoir la manière d'aménager, mais on est sur quand même des schémas très anciens où on pense que créer un lotissement, c'est remplir les classes de l'école et faire tourner les services publics de la commune. Donc on a un gros travail de pédagogie à faire, je crois, auprès des élus. Vous aviez un avis assez, mitigé sur la loi climat-résilience. Je pense qu'elle peut être un outil aussi pour avoir une approche un peu différente de la manière d'aménager. Et voilà, il y a un vrai virage, une vraie révolution qu'il va falloir approcher maintenant. Et dans le contexte d'un PLUI, je crois que c'est le bon moment de retravailler tous les outils dont vous parlez, les DUP, les DIA, etc., pour avoir une maîtrise plus forte. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est quand je suis arrivé ce matin, avec le titre « Faire avec », j'avais un peu l'idée qu'avait Véronique Ablin tout à l'heure en disant « faire avec », c'est-à-dire reprendre les vieilles pierres de l'amphithéâtre pour en faire des maisons, mais voilà, j'avais pas la dimension de faire avec les gens aussi. Et ce qu'on observe dans nos communes rurales, un peu périphériques, c'est
enfin c'est une question, c'est est-ce qu'on a bien fait avec quand on voit le résultat des votes aux élections. Voilà, dans nos communes périurbaines, le vote extrême est très important. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on a bien fait avec ce système pavillonnaire, ces lotissements, etc. Est-ce que les gens y vivent si bien que ça? Je vais juste me reprendre sur climat résilience. Moi, je suis un franc partisan. Je pense qu'il y a énormément de défauts, mais je pense surtout que c'est un processus. Et que l'erreur, ce serait de croire que c'est fait. Y compris au niveau réglementaire, on a 10 ans de travail, on ne sait pas encore ce qu'est l'artificialisation. Et vous insistez sur un point extrêmement important, c'est des évolutions de mentalité des élus, mais tous, y compris des professionnels, avec un biais qu'on a, y compris dans la salle, c'est on a l'impression d'être tous raccords. En fait, non, on ne pense pas exactement la même chose. En fait, on n'est pas tout à fait au clair sur la question, au-delà de la réponse. Il faut vraiment partager au travers de ça. Nous, on a développé un jeu de cartes dont l'objectif, c'est la fresque de la ville, dont l'objectif est de mettre autour de la table des élus, mais des techniciens, mais des citoyens aussi, dans des moments de réflexion comme le début d'un PLUI, de façon à ce qu'on se redise qu'un PLU, c'est du droit, mais c'est aussi de l'agriculture, mais c'est aussi de la mobilité, et qu'on se redise ça et qu'on se le dise entre nous, plutôt que d'avoir un guignol qui se met sur l'estrade et qui harangue les foules. Alors en plus, le guignol, il est mieux écouté en général après. Ça, on l'a open sourcé, c'est à votre disposition, c'est gratuit. Fresquedelaville.fr. Pourquoi on a fait ça et d'autres trucs? Parce qu'en fait, moi, je travaille, y compris en ville moyenne, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, sur un programme expérimental qui s'appelle Territoire pilote de sobriété foncière. Et on est arrivé avec l'équipe d'Action Cœur de Ville, avec le PUCA, avec la DGALN, en se disant on va prendre le bouquin, on va essayer de l'appliquer. Ça veut dire qu'on a besoin d'outils, de compétences, faut qu'on travaille les processus opérationnels, qu'on attire les acteurs, etc. etc. Donc on est arrivé avec le comment on fait quoi. Et en fait, la vraie question, c'est comment on partage le pourquoi il faut faire autrement, avant tout. Comment on prend le temps. Et moi, j'aspire à ce qu'on ait ce vrai travail, où on se met autour de la table, non pas pour s'engueuler dans le cadre de la loi climat résilience sur le tableau Excel et comment on va se répartir la pénurie, mais du comment on fait la ville, pourquoi ça ne marche pas et en quoi il faut faire autrement, et peut-être de faire autrement, ça peut marcher. Votre deuxième question, à laquelle évidemment je n'ai pas de réponse, parce que si j'avais la réponse, je ne serais pas là. Mais souvenons-nous quand même que cette école maintenue ouverte, grâce à ce lotissement, dans lequel des ménages aux revenus modestes ont pu construire leur maison et devenir propriétaires d'un crédit à 25 ans, grâce au prêt à taux zéro et à un terrain donné par la mairie, qui subventionne l'essentiel de l'opération, et payé à vil prix à un agriculteur, dans le cadre d'une économie auquel on a tous participé. Dans mon bouquin, il y a le témoignage d'un expert immobilier qui a exproprié pour la deuxième fois un agriculteur, et puis l'agriculteur lui demande si... J'ai entendu parler d'un contournement autoroutier de Arles, là, vous confirmez, j'irais bien m'installer là-bas. Ouais. Et cet expert immobilier, c'était mon grand-père. Donc on a fait de l'étalement urbain sur 3 générations. Donc moi, je suis dedans. Ces ménages qui sont venus s'installer, parce qu'ils ont cru au slogan « Une France de propriétaires », parce qu'ils ont été attirés par ces fameux sondages qui disent que les Français ont besoin de la maison individuelle, parce qu'ils ont acheté une bagnole diesel, parce qu'on leur a dit qu'il fallait soutenir l'industrie française. Aujourd'hui, ils sont face à la double ou la triple peine. L'essence, l'augmentation de l'énergie pour le chauffage, l'incapacité à réhabiliter leur logement, etc. Et l'absence de services urbains alors qu'ils ont un mode de vie urbain. Moi, je suis désolé, j'habite dans une maison qui est pratiquement passive, au cœur de la ville. Je vais travailler dans mon coworking, qui est une ancienne friche industrielle réhabilitée. Je peux y aller en vélo, je peux y aller en tramway. Je ne suis pas touché par la crise énergétique. Je ne serai pas CSP+, j'habiterai dans la périphérie pour être propriétaire et je serai dépendant de ma voiture pour aller bosser. Elle est là, il est là le problème. Et rares sont les élus aujourd'hui, notamment au national, qui ont fait le lien entre gilets jaunes, forme de la ville, dépendance à la mobilité et fragilité écologique. Et c'est le cœur du sujet. Notre cœur du sujet sur la crise écologique et donc la forme de la ville, c'est bien la question sociale, c'est donc la répartition des efforts. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas. Répartition des efforts et le dialogue démocratique sur les clés de répartition. Et là, on est clairement sur ce qui nous évite, au-delà des 3 crises, les crises en conséquence, c'est-à-dire la guerre civile. On va s'arrêter là pour les questions. Merci beaucoup pour Ça arrête sur guerre civile, c'est cool. Ces débats passionnants.